Jules Verne est un enchanteur, c'est-à-dire qu'il aime raconter des histoires. From Journey to the Centre of the Earth and 20,000 Leagues Under the Sea to Around the World in 80 Days, Jules Verne put his name to dozens of extraordinary voyages. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est cette capacité à avoir forgé des mythes modernes. But who's the man behind characters like Captain Nemo or Michel Strogoff? Toute sa vie a été consacrée à son œuvre. For some, he was the father of science fiction, for others, a visionary. Verne's curiosity was certainly insatiable. 120 years after his death, the French writer remains one of the world's most translated authors and an endless source of inspiration in popular culture. On n'aurait pas eu le Jules Verne qu'on a, avec autant de voyages maritimes dans son œuvre, s'il n'était pas né dans une ville, en tout cas comme Nantes, une ville de bord de mer. Il a témoigné effectivement qu'enfant, il se promenait beaucoup sur les quais de Loire et que son rêve, c'était de franchir la petite passerelle, de monter à bord de ces grands bateaux qui, dans l'enfance de Jules Verne, étaient des grands bateaux à voile, et de partir vers le grand large. Ça l'a énormément inspiré, ça a ouvert son imaginaire. D'autres thèmes aussi qui sont dans son œuvre viennent aussi quelque part de Nantes, par exemple l'esclavage, puisque Nantes avait son passé esclavagiste important pour le développement de la ville. Et donc c'est aussi pour ça, sans doute, que ce thème-là est si important dans son œuvre, qu'il en parle à plusieurs reprises pour le dénoncer complètement. Et il le fait finalement en tant que Nantais. Au départ, c'était un écrivain de théâtre. Donc il n'a pas du tout imaginé écrire des romans de voyage, d'aventure, basés sur la science ou d'anticipation ou de projection dans l'avenir. Voilà. Son intérêt, c'était le théâtre et la poésie. Bon, il s'est essayé pendant plusieurs années à ça. À un moment, on pense qu'il va abandonner. Et en 1862, il fait la rencontre très importante, celle qui compte pour lui plus que tout, c'est la rencontre avec l'éditeur Hetzel, et ça va lancer toute la collection. L'éditeur Hetzel, en fait, c'est la rencontre qui a tout changé. Je pense que sans Hetzel, on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler de Jules Verne. Jules Verne va lui porter un manuscrit qui, à l'époque, est un voyage dans les airs et qui va devenir 5 semaines en ballon. C'est la formule que cherchait Hetzel, et donc ça va sceller en quelque sorte l'alliance entre les deux hommes, et c'est grâce à cette rencontre que nous avons aujourd'hui 62 voyages extraordinaires. Pierre-Jules Hetzel est un éditeur qui va compter tellement dans l'œuvre de Jules Verne que parfois on va même jusqu'à dire qu'ils ont été deux à imaginer les voyages extraordinaires. C'est lui qui va un peu le pousser à écrire des romans d'aventure. C'est lui aussi qui a eu l'idée des illustrations, qui sont marquantes dans les voyages extraordinaires. Ça a été une idée géniale, parce que quand on pense à Jules Verne, on pense aux livres illustrés, enfin aux gravures d'Hetzel, aux dessins, au Nautilus. Je pense celle que tout le monde connaît, c'est celle du capitaine Nemo sur le dessus du Nautilus. Et puis il y a autre chose aussi qu'on est presque incapable de séparer de Jules Verne, c'est les cartonnages, les couvertures des livres. Vous voyez avec ces polices très expressives, avec notamment ces titres en éventail de couleur d'or sur fond rouge. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été proposé par l'éditeur. C'est l'une des œuvres les plus illustrées qui soit, en tout cas pour le 19e siècle. Lorsque Jules Verne passe au roman, il va s'éloigner de cette vie parisienne. Il va se dire que ça fait beaucoup de relations mondaines, ça fait des horaires tardifs, on est incité à faire la fête, c'est Paris. Et c'est à ce moment-là un peu, si vous voulez, que tout se goupille. Il va rencontrer sa future femme, Honorine de Viane, qui est donc une jeune veuve amiénoise. Il va décider de l'épouser, et en l'épousant, il décide aussi d'un certain mode de vie. Sur la période amiénoise, qui représente quand même 34 ans, donc de 1871 jusqu'à sa mort en 1905, il écrit 37 romans, donc c'est plus de la moitié de l'immense œuvre des voyages extraordinaires. C'était un travailleur acharné, il se levait à 5 h du matin, il écrivait. Après, à l'époque, il n'y avait pas Internet,
Donc, les recherches étaient colossales. Le temps de collationner toutes ces connaissances, de les ingurgiter, de faire des notes, des fiches et d'écrire à la main. Il n'y avait pas de traitement de texte. Ça a occupé toute sa journée et il y avait la place pour quasiment rien d'autre. Le cabinet de travail que l'on peut voir au 2e étage ici, c'est une toute petite pièce qui devait être, on l'imagine, propice à une forte concentration. Il y a tout simplement 2 bureaux, un petit lit de repos et une fenêtre. Alors on imagine, il y a quelque chose de très poétique dans cette fenêtre qui nous fait imaginer qu'elle ouvrait l'imaginaire de Jules Verne vers des mondes inconnus. On voyage énormément avec Jules Verne et on voyage de différentes façons. Il ouvre les horizons, il parle du monde entier. Il en parle quelquefois avec certains préjugés de son époque, mais il en parle toujours avec un profond respect pour la diversité. Que ça soit le voyage, que ça soit les autres civilisations, malgré tous les relents que vous pouvez avoir, de racisme ou autre, il a une curiosité qui le porte vers l'autre. Il est curieux. Il est curieux de savoir ce que les autres à l'autre bout du monde pensent, disent, mangent, comment ils vivent, comment sont leurs maisons. Il a cette curiosité en lui qu'il veut transmettre et que je trouve formidable, même s'il y a évidemment les biais de l'époque. We are going to the moon, we shall go to the planets, we shall go to the stars, as we go now from Liverpool to New York, easily, rapidly, surely, and the atmospheric ocean will be as soon crossed as the oceans of the moon. Tous les grands pionniers de la conquête spatiale au milieu du XXe siècle se sont réclamés de Jules Verne. Gagarine fait son premier vol habité, il revient sur Terre et il dit que c'est parce qu'il a lu Jules Verne enfant qu'il a été le premier cosmonaute. Les astronautes américains font leur mission et viennent en France rendre hommage à Jules Verne et ils le présentent comme vraiment un visionnaire. Plus que d'avoir de l'imagination ou plus que la science-fiction, il réussissait à comprendre son temps, à le regarder un peu comme un anthropologue en fait. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, certaines de ses œuvres, je veux dire, nous parlent beaucoup aujourd'hui. Il y a l'écologie en effet, un livre comme Le Pays des fourrures par exemple, je veux dire, est un plaidoyer écologique. Il a une grande sensibilité à ce qu'il voit comme un risque, c'est l'épuisement des ressources naturelles. Et donc dans plusieurs de ses romans, il a appelé l'attention sur le fait que les hommes, pour mettre en œuvre leurs grands projets technologiques, risquent d'épuiser les ressources maritimes. By destroying both the southern right whale and the northern right whale, both harmless and good creatures, your traders masterland are committing a reprehensible act. Leave these unfortunate cetaceans alone. C'est pas les livres en tant que livres qui ont rendu Jules Verne populaire, c'est les personnages et les archétypes qu'il a créés. Il a créé des personnages, des situations qui parlent à tout le monde. Tout le monde, je dirais, connaît le capitaine Nemo. C'est plus ou moins qu'il y a un sous-marin dans l'histoire de 20 milieux sous les mers. Tout le monde connaît Voyage au centre de la Terre. Souvent, on a dans l'imaginaire les champignons géants. Voilà. Le professeur Lidenbrock qui part dans un volcan au centre de la Terre. Enfin, Michel Strogoff qui traverse tout au prix de sa vie, il perd la vue, il la retrouve, enfin, et qui est prêt à tout sacrifier pour une mission. Et ça a créé des personnages très forts dans l'imagerie populaire, et donc qui peut être repris très facilement dans la publicité, dans le cinéma, dans la télévision, dans la bande dessinée. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'il est devenu très populaire, même si les gens ne l'ont pas lu. Il y a un roman moi, que j'adore, qui est mon préféré de Jules Verne, c'est Mistress Brannigan, donc c'est le seul dont l'héroïne est une femme, le titre est le nom d'une femme, et c'est une femme extraordinaire. Moi je voudrais que ce soit adapté au cinéma, parce que c'est un personnage extraordinaire. C'est une femme qui au départ est totalement soumise à son mari en adoration, qui est écrasée par les hommes, et qui, par force de caractère, par amour, par une espèce de fol espoir, prend la main sur tous les hommes puissants qui l'entourent. Mistress Brannigan, pour moi, c'est un roman ultra féministe. Je trouve que certains portraits, oui, peuvent être qualifiés de très féministes. Alors, il n'est pas féministe dans le sens d'une demande d'égalité homme-femme, enfin comme aujourd'hui, mais par contre, il est très féministe dans le sens où les femmes, quand on lit vraiment bien son œuvre, ont un rôle très important
pas seulement dans les histoires qu'il invente, mais un rôle très important dans la société. On voit bien que sans elle, les hommes, c'est pas formidable. Les héroïnes féminines de Jules Verne ont souvent les mêmes qualités que les héros, c'est-à-dire qu'elles sont courageuses, intelligentes, etc., toutes les qualités que vous pouvez imaginer. Et souvent, elles sont même mieux, c'est-à-dire qu'elles ont des qualités que n'ont pas les hommes. Elles ont par exemple l'intuition, elles ont la diplomatie. Voilà, par exemple, dans Les Enfants du Capitaine Grant, quand le traître ne veut rien avouer, c'est finalement Lady Glenarvan qui parvient à le faire avouer. Jules Verne a beaucoup souffert de ne pas avoir de réelle reconnaissance. Il est resté longtemps considéré, enfin même toute sa vie considéré comme un écrivain pour la jeunesse. Il a été très triste de ça, il aurait voulu rentrer à l'académie, il n'y est pas parvenu, il a essayé plusieurs fois que son nom soit présenté, mais ça n'a jamais marché parce que réellement ce qu'il écrivait semblait trop facile, trop aventure, pas assez psychologique évidemment au goût de l'époque. Moi je dis toujours tant mieux qu'il n'ait pas été à l'Académie française, parce que sinon ça aurait été un écrivain rasoirissime, parce qu'il aurait travaillé son style, il aurait refait, réécrit, réécrit, cherché le bon mot, l'équilibre, et il aurait perdu ce qui fait toute la force de Jules Verne, une vitalité, une force que du coup une écriture extrêmement stylisée, extrêmement travaillée n'a pas. Si Jules Verne a une telle place, c'est qu'il a eu un génie propre, unique. En fait, c'est une récompense des énormes efforts qu'il a faits, parce que Jules Verne, il a accumulé la documentation, il a accumulé les procédés littéraires et il a fini par créer une formule unique. Et donc, eh bien, je dirais que c'est la récompense posthume d'un homme qui s'est beaucoup battu pour être reconnu.